Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Un train toutes les 15 minutes entre Nice et Menton, c'est la promesse d'une nouvelle offre TER qui entrera en service mi-décembre. Une annonce faite aujourd'hui alors que le thème des transports et de la mobilité reste un enjeu majeur en principauté. La communauté internationale, dont Monaco, s'engage à contrer la montée du niveau de la mer. Cette conséquence directe du changement climatique a été au cœur des débats à l'Assemblée générale de l'ONU, mais aussi à Nice, au Nice Climate Summit. Nous ferons le point avec Nathalie Ilmy, chargée de recherche au Centre scientifique de Monaco. Puis nous recevrons ce soir Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe directeur des Ballets de Monte-Carlo, viendra présenter la saison 2024-2025 de sa compagnie, une saison qui mettra encore en valeur toute la diversité des styles chorégraphiques. Ceux qui ont emprunté la ligne Nice-Menton aujourd'hui ont peut-être vu une différence à quai, avec un train toutes les 15 minutes. Il s'agissait là d'une répétition générale, car cette mesure exceptionnelle a pour vocation de devenir pérenne, et ce à partir de mi-décembre. Cette nouvelle offre est enclenchée par la région Sud et son transporteur SNCF Voyageurs Sud-Azur, en partenariat avec la Principauté. Émilie Flamin et Lionel Bernardi vous expliquent cette nouvelle étape pour les transports régionaux. Chaque jour, ce sont entre 40 et 70 000 usagers qui empruntent la ligne Cannes-Menton. Et les passagers le savent, ce réseau est souvent saturé. Actuellement, on compte 65 trains avec une fréquence d'une demi-heure. À partir du 16 décembre, 5 trains de plus et toutes les 15 minutes. Lorsque on n'a plus l'horaire à la demi-heure, donc en gros, l'usager qui vise une heure précise, quand vous êtes au quart d'heure, l'usager vient sur le quai et puis il prend celui qui arrive. Donc on va avoir évidemment un meilleur étalement et puis il y aura plus de trains sur la journée, donc une capacité qui va l'emporter. On voit bien qu'aux heures de pointe, on a quand même besoin d'avoir une capacité sur le train qui s'arrête et qui repart plus importante. Tout ça évidemment va s'affiner, tout ça va se régler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 16 décembre, on a un véritable choc d'offres. Une augmentation de 75% de l'offre des trains régionaux, très importante pour la Principauté. C'est l'acheminement de nos travailleurs transfrontaliers tous les matins, tous les soirs, à destination et au départ de Monaco. C'est la fiabilité et la tranquillité des gens pour qu'ils soient sûrs d'arriver dans de bonnes conditions, que les employeurs soient sûrs d'avoir leurs salariés à la bonne heure dans leur bureau. Et donc tout ce dispositif, on doit vraiment le monitorer, le suivre de près. On doit avoir ce gage de fiabilité. Et donc si le réseau n'est pas fiable, l'usager ne va pas y aller facilement ou va prévoir un plan B. On ne peut pas tous les jours changer son plan de transport tous les matins. La charge mentale de ce qu'on doit gérer entre nos vies professionnelles, nos vies familiales, font qu'on doit pouvoir avoir un système, on va dire, de logistique qui est assez bien calé. En plus de la nouvelle fréquence des TER, les horaires seront étendus le samedi soir avec des trains jusqu'à 2 h du matin. À New York, la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit au siège de l'organisation internationale, tout comme les réunions plénières. Hier, la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, a pris part à celle portant sur les menaces liées à l'élévation du niveau de la mer. Un dossier pris très au sérieux par la Principauté et de nombreux États, car ce phénomène pourrait entraîner le déplacement de près d'1 milliard de personnes d'ici 2050. Isabelle Béraud-Amadei est intervenue lors de cette réunion pour porter la voix de Monaco et réaffirmer ses engagements. Elle revient sur les enjeux de ce rendez-vous et l'urgence à agir au micro d'Alexandra Pani. L'élévation du niveau de la mer, c'est un phénomène qui est véritablement lié au changement climatique. C'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement que les petits États insulaires, mais qui nous concerne tous. Alors bien évidemment, aujourd'hui, à l'occasion de cette réunion, nous avons entendu principalement les dirigeants de ces petits États insulaires qui subissent directement les conséquences de l'élévation du niveau de la mer, des conséquences dramatiques. Mais c'est un phénomène qui ne concerne pas que les îles du Pacifique. Même en Méditerranée, nous subissons
ses conséquences. Monaco a un espace maritime qui est 36 fois plus grand que son territoire terrestre, ce qui démontre bien que nous sommes nous aussi sensibilisés sur cette thématique. Donc l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'était de dire qu'effectivement, il faut agir, il faut prendre conscience du phénomène et agir à la fois en s'adaptant et en luttant contre le changement climatique. Nous avons réitéré donc l'objectif de réduction des gaz à effet de serre et également en s'adaptant et en permettant, en finançant des programmes qui permettent de s'adapter au mieux contre ces changements. Les catastrophes naturelles, malheureusement, à laquelle tous les pays sont confrontés, sont une preuve que le changement climatique, nous le subissons de plein fouet. Et s'il y a encore des sceptiques, eh bien, je les invite à venir écouter justement ces dirigeants de ces petits États insulaires qui subissent au quotidien ces conséquences avec des déplacements de population, une insécurité alimentaire et véritablement une vraie menace pour leur survie et leur existence. Et toujours dans le cadre de sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies, Isabelle Béraud-Amadei a rencontré la vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République du Kosovo, Donika Järvala-Schwarz. Les deux ministres s'étaient déjà rencontrés à Monaco en janvier dernier. Lors de cet échange à New York, il a été évoqué la candidature du Kosovo au Conseil de l'Europe, bloquée pour l'heure par certains États membres comme la Serbie. Donika Järvala-Schwarz a également partagé la volonté de son pays d'étendre la langue française et d'élever le statut du Kosovo au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous parlions en début de journal de l'élévation de la mer. Elle devrait être de 20 cm entre 2020 et 2050, une conséquence directe du réchauffement climatique, un thème d'action prioritaire qui a été grandement abordé par les chefs d'État et de gouvernement à la tribune des Nations Unies, dont son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Pour développer ce problème majeur de notre époque, nous sommes en duplex avec Nathalie Ilmy. Bonsoir. Bonsoir, Émilie. Vous êtes à New York actuellement pour suivre les débats de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous avons pu grandement le constater. L'objectif de développement durable numéro 13 sur la lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions ne cesse de mobiliser la communauté internationale. Oui, en fait, c'est vraiment très important qu'on arrive à voir tous les messages qui soient portés. Là, je participe à la New York Climate Week. Et on a énormément de représentants du secteur privé, notamment des financiers, qui sont là. Les besoins de financement pour l'atténuation et l'adaptation sont évidemment énormes parce que l'impact du changement climatique va avoir des répercussions économiques de plus en plus importantes. Alors, en tant que membre du GIEC, Nathalie Ilmy, quelles sont les dernières données que l'on dispose ? Le changement climatique continue à augmenter, les impacts sont là. On remarque, oui, les températures augmentent, mais ça, c'est moins flagrant, on va dire, parce que ça prend du temps à impacter. En plus, régionalement, ce n'est jamais le même type d'impact. Il y a des régions qui se réchauffent, d'autres qui se refroidissent, mais globalement, on a dépassé le 1,1 degré Celsius. Et ce qu'on voit surtout, ce sont les événements extrêmes qui sont de plus en plus présents. Les vagues de chaleur extrêmes, autant marines que terrestres, les cyclones, les feux, tout s'amplifie en réalité. Mais est-ce qu'avec tout ce que vous nous dites, on peut rester optimiste ? Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour contrer ce réchauffement climatique ? Oui, bien sûr, il y a toujours des solutions. C'est pour ça qu'on essaye au niveau de la recherche de les montrer, de les mettre en évidence et de voir quels seraient les effets. De mon côté, d'un point de vue économique, j'essaye de les évaluer également. On a évidemment des solutions qui sont basées sur la nature et puis on a toutes les solutions qui sont plus technologiques et qui doivent être de plus en plus développées. Ça a un coût important, mais ce qu'on va gagner, c'est qu'après, on va éviter les coûts qui seront encore plus importants si on ne fait rien. Vous défendez le carbone bleu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, le carbone bleu, ce sont ces écosystèmes marins qui permettent de séquestrer le carbone, de le capturer et le séquestrer dans les sédiments par la suite, comme les mangroves, les herbiers marins et les marais salants. Donc ça, c'est très important. Puis après, on a les solutions technologiques qui ne sont pas encore là. Donc, on a besoin des innovations et ça va venir petit à petit grâce à des investissements qui se font dans ce secteur.
Vous êtes intervenue ce matin, Nathalie Ilmy, à distance au Nice Climate Summit qui s'est ouvert aujourd'hui. Il est important de multiplier ce genre de rendez-vous pour faire bouger les choses? Oui, je pense que les solutions en fait dont on parlait doivent être vraiment basées sur la science. Donc, en tant que scientifique, notre rôle, c'est d'aller discuter ces solutions, c'est-à-dire ne pas laisser aussi faire n'importe quoi. Donc, c'est important d'aller au Nice Climate Summit parce qu'on a l'UNOC qui arrive, l'UNOC 3 qui est en juin 2025, la COP 29 qui est très importante pour les négociations sur le climat, et puis ici à New York, donc comme je disais, le New York Climate Week, où on a beaucoup de secteurs privés qui sont présents, la philanthropie, mais également des financiers qui peuvent apporter des investissements pour des solutions plus durables. Et vous avez mentionné la COP 29, mais également le sommet des Nations Unies à Nice en juin prochain. 2 événements sur lesquels nous reviendrons bien évidemment sur Monaco Info. Merci beaucoup Nathalie Ilmy d'avoir été avec nous depuis New York. Merci Émilie, avec plaisir. C'est l'événement majeur de ce mois de septembre, le Monaco Yacht Show bat son plein sur le port Hercule, l'occasion pour nous de mettre en avant les artisans qui œuvrent au quotidien pour sublimer les navires de luxe. Comment le design contemporain peut-il être associé à artisanat traditionnel? Réponse dans ce reportage de Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Les yachts présentés dans ce salon international sont dotés des dernières technologies, la propulsion hybride, l'intelligence artificielle. Pourtant, en parallèle, le Monaco Yacht Show regorge d'exposants dont les techniques utilisées remontent parfois à plusieurs siècles. C'est le cas d'Emilia Burano, entreprise vénitienne gérée en famille depuis 4 générations, bientôt 5. On a commencé à faire les dentelles dans la rue. Et après, on a ici à Monte Carlo. On fait tout pour la maison. Donc on a pour la table, on a pour le lit et pour le bain. Ici, tout est fait à partir de matières organiques et dans la plus ancienne tradition, comme nous le montre Emilia, qui a d'ailleurs donné son nom à la marque. Siamo felici perché è bello che I figli prendano in mano la situazione con passione, come hanno passione. I figli, poi abbiamo I nipoti che proseguiranno ed è molto importante per noi. Maroquinier depuis 41 ans, Lorenzo Pinetti, lui, est venu de Bergame et nous présente quelques best-sellers de sa marque. La collezione giochi per noi rimane una collezione molto importante dove abbiamo il backgammon che è uno dei prodotti best-seller, la scacchiera e visto il risultato che ha avuto dai primi giorni di fiera, penso che la battaglia navale diventerà uno dei nostri best-seller. Ce jeu de société fabriqué à base de bois de noyer, de cuir de veau, de laiton d'or et d'argent. Et pour les revêtements de murs, tables ou têtes de lit, il y a Details, compagnie basée dans la région de Milan. Le travail c'était tout fait à la main et monsieur c'est un des artisans qui travaille pour nous. C'est tout des petites pièces qui sont coupées ou à la main ou avec une machine laser et c'est tout reconstruit un peu comme un puzzle. Ce sont toutes des petites pièces de bois qui sont connectées sur une texture qui s'est imprimée avant. C'est collé et après c'est mis sur je crois que ça s'appelle vernis protective et que ça donne la longueur de l'étampe et ça donne la possibilité d'être touché, d'être lavé, d'être mis en fonction. Ainsi, ces 3 exemples illustrent comment le traditionnel a toute sa place dans le design de yachts contemporains. Et ce Monaco Yacht Show est l'occasion pour les constructeurs de mettre en avant leurs dernières unités, mais aussi leur savoir-faire. C'est le cas notamment de l'entreprise familiale Riva, qui depuis plus d'1 siècle fait parler son expérience. Riva organisait hier un cocktail pour présenter ses dernières nouveautés, non loin de ses locaux basés en Principauté. Il est temps à présent d'accueillir notre second invité. Il s'agit du chorégraphe directeur des ballets de Monte Carlo. Avec lui, nous allons évoquer la programmation de la saison 2024-2025 de la compagnie qui propose une grande diversité de styles chorégraphiques. Bonsoir Jean-Christophe Maillot. Bonsoir. Le point commun entre tous les spectacles proposés cette saison, c'est l'excellence des artistes et l'originalité des chorégraphes? J'oserais dire j'espère, et c'est ce à quoi on s'attache à chaque fois. Effectivement, cette année, il y a une belle diversité. On a mis beaucoup l'accent sur la création, on a beaucoup de nouvelles productions et on a un Monaco Dance Forum qui est assez riche aussi. Donc effectivement, on va avoir la possibilité de voir à Monaco une large palette de l'art chorégraphique international. C'est ça que vous avez voulu mettre en valeur cette année ?
Oui, mais je garde toujours en mémoire que il faut offrir à Monaco l'équivalent d'une capitale telle que Paris, New York ou Londres, et que le public ait la possibilité de faire face à la richesse et à la diversité des propositions chorégraphiques dans le monde. Et je crois que c'est en fait une espèce de guide permanent dans ma tête pour chaque année offrir ce qui me semble être le plus intéressant au moment même au public. Oui, cette année encore, le programme ne devrait laisser personne indifférent. Donnez-nous un peu l'eau à la bouche. Ah bah l'eau à la bouche, j'ai envie de vous dire, il faut déjà venir voir effectivement le Monaco Dance Forum, où on va avoir la chance de voir un spectacle d'Akram Khan, on va pouvoir voir le spectacle de Peeping Tom, qui est un spectacle très déconcertant, on va pouvoir cette compagnie norvégienne qui présente un travail aussi très étonnant avec Joe Stromberg. Bien sûr, il ne faut pas rater la Mégère apprivoisée au mois de décembre au Grimaldi Forum, que j'ai créé il y a 10 ans, on fête le 10e anniversaire de cette création. Comme je l'ai tout le monde le sait maintenant, retirer la licence au ballet du Bolchoï en Russie. Nous en sommes les seuls détenteurs et donc vous aurez l'occasion surtout de venir voir alors une nouvelle génération de danseurs dont j'aime la citer parce qu'elle nous a tous éblouis. La petite mentonnaise Juliette Klein qui fait pour la première fois le rôle de Katharina dans La Mégère apprivoisée. Et rien que pour ça, je vous garantis que ça vaut le coup de faire le déplacement. La compagnie des ballets de Monte-Carlo repartira en tournée aussi cette année avec des dates prévues, pour en citer quelques-unes, à Cuba, au Mexique ou en Chine. Hein. Voilà, on part au Mexique dans plus d'une semaine, en deux semaines environ. On va au grand festival Cervantino de Guanajuato. Ensuite, on ira effectivement à Cuba pour présenter Coremeu, que nous avons fait à la fin de la saison dernière dans les Pouilles, dans son lieu d'origine. Et puis, nous irons effectivement aussi en Chine, au festival de Shanghai, avant d'aller l'année prochaine à Florence, puis à Paris, événement. Nous serons au Théâtre de la Ville, le temple de la danse contemporaine qui accueille les ballets de Monte-Carlo cette année. C'est un événement en soi et on en est tout à fait heureux. Et on l'entend dans votre voix, Jean-Christophe Maillot, les ballets sont heureux de retrouver leur public. Hein. On sent un petit peu une impatience quand même. Bah oui, ça fait maintenant 32 ans, hein, ça me donne un petit coup de vieux, mais je suis tellement fier finalement qu'on ait réussi au fil de toutes ces années à avoir créé un répertoire. J'ai vraiment parlé d'un répertoire chorégraphique auquel le public est attaché. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand j'avais dit que j'allais faire mon premier Roméo et Juliette et que j'allais le donner 5 soirs de suite, on m'avait fait des commentaires en disant « Mais comment vous allez refaire le même spectacle 5 fois ?» Roméo et Juliette, pour vous donner une idée, aujourd'hui, on l'a donné plus de 340 fois dans le monde. Il a été donné dans plus de 25 compagnies ailleurs. Et le public, aujourd'hui, quand on le présente, est toujours présent. Donc, je pense qu'il y a une amitié, une profonde relation de tendresse entre le public monégasque et des alentours et les ballets de Monte-Carlo. Et ça nous réjouit beaucoup, oui. Et cela nous réjouit également de vous avoir sur notre antenne. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info. À bientôt. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, l'association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est de retour avec son cycle de conférences baptisé M&M Musique et Monaco, une longue histoire d'amour. Le dernier rendez-vous organisé ce jeudi à l'Auditorium Régnier 3 était intitulé « Un chef-d'œuvre né à Monaco, l'Opéra Garnier » et a relaté la construction de cette salle mythique. Prochaine date de ce cycle, le 24 octobre prochain. C'était le 26 septembre 2009, Monaco officialisait son jumelage avec la commune de Luciana en Corse, un rapprochement que l'on doit, vous le savez, à Sainte Dévote, sainte patronne de la principauté et de l'île de Beauté. Le prince Régnier III, mais aussi le prince Albert II et la princesse Charlène se sont déjà rendus à plusieurs reprises à Luciana, marquant ainsi cette belle et riche amitié et ce jumelage qui célèbre donc aujourd'hui ses 15 ans. C'est un accompagnement plus que bénéfique pour les élèves et qui peut se réaliser dès la rentrée. Le soutien scolaire est apparu comme une solution efficace pour l'aide aux devoirs et l'enseignement, un soulagement aussi pour les parents parfois débordés. À Monaco, un centre spécialisé vient d'ouvrir ses portes. Il s'adresse aux élèves de primaire et aux collégiens. Le reportage de Sarah Incari et Olivier Bonello. Ivoire, voirie. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, voirie? Tu sais ce que ça veut dire? Non.
À partir du CP, les élèves ne peuvent y échapper. Nous parlons ici des devoirs à faire à la maison. Si pour beaucoup d'entre eux, cela représente une corvée, c'est aussi souvent un moment redouté par les parents. Pour faciliter la vie de tous, il existe désormais Excello Center, un centre de soutien scolaire situé à quelques pas du collège-lycée FANB. Je me suis rendu compte que la vie de parents, c'était pas facile et que beaucoup avaient des contraintes au niveau du temps, des contraintes aussi sur la partie scolaire, sur notamment les devoirs. Et l'idée, ça a été vraiment de répondre à ces contraintes-là en créant du coup le premier centre de soutien scolaire sur Monaco, qui va être capable, encore une fois, d'accueillir les élèves en soir de semaine jusqu'à 20h, le samedi matin, et également proposer des stages tout au long de l'année. Lors de notre venue, la petite Alissa participait à sa toute première séance. Elle était accompagnée d'Arthur, doctorant en philosophie et tuteur dans ce nouveau centre. Ça se passe bien. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas revenir? Oui. Et pour moi, c'est une occasion très chouette en fait, d'être au contact des élèves, de découvrir des enfants, d'adresser des problèmes qu'ils peuvent avoir et de les suivre dans leur scolarité au quotidien, dans leurs besoins qui soient très spécifiques par rapport aux devoirs et aux leçons qu'ils abordent au quotidien, et aussi sur un plan plus personnel par rapport à leurs projets, par rapport aux problèmes qu'ils peuvent avoir, aux difficultés, et s'assurer qu'ils soient épanouis et en forme au quotidien dans leur cours. Excello Center peut accueillir simultanément une vingtaine d'élèves de primaire et de collège issus de Monaco ou des communes limitrophes dans ses locaux spacieux de 150 mètres carrés. On propose du coup deux types d'offres, les offres avec et sans engagement. On incite les familles à nous rejoindre sur la partie engagement pour la simple et bonne raison. L'idée, ça va être vraiment de les accompagner tout au long de l'année. Notre tuteur va être là vraiment tout au long de l'année pour les accompagner. Nos premières offres commencent à partir de 17,50 € de l'heure et elles comprennent 1 heure de tutorat et 2 heures d'aide aux devoirs par semaine, ce qui fait 50 € par semaine et 200 € par mois. Pour les intéressés, les inscriptions seront officiellement ouvertes le 1er octobre sur le site internet du centre ou son application. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'une clinique spécialisée dans l'esthétique a vu le jour au Gildo Pasteur Center. Son nom, la clinique Monte Carlo. Entre chirurgie laser et matériel de dernière génération, Fabien Bonilla et Jean-Alexandre Dordet ont voulu en savoir plus sur cet établissement. Voyez leur reportage. La clinique Monte Carlo, cet établissement de santé, a été inauguré en mars 2023 par le prince Albert II. L'idée de départ vient d'une discussion entre deux docteurs, l'un chirurgien ophtalmologue et l'autre chirurgienne esthétique et plastique. À l'origine, la clinique proposait 2 spécialités, la chirurgie 100% laser des yeux et la chirurgie des cheveux. Depuis le mois de mars dernier, la clinique Monte Carlo propose un nouveau pôle, le département de chirurgie esthétique et la médecine régénérative. On a cherché les meilleurs chirurgiens et on a de très très bons chirurgiens esthétiques. On a 2 chirurgiens esthétiques, Dr Montoneri, professeur Trevisono, qui vient de Paris et qui vient de Rome. Au niveau capillaire, notre directrice médicale qui a des qualités exceptionnelles et qui était un chirurgien cardiaque et qui s'est reconverti dans la chirurgie capillaire. Nous sommes une petite équipe mais une grande famille. Donc nous travaillons tous ensemble dans les bonnes heures. On a des infirmières ainsi qu'un pharmacien, ainsi que des chirurgiens compétents. On essaye toujours de donner le maximum. Nous sommes à la pointe avec toutes les technologies, avec toutes les nouvelles molécules qui sortent sur les marchés. Et bien sûr, notre priorité, c'est que les clients soient satisfaits. Cet établissement possède des cabinets de consultation, 3 blocs opératoires, 2 chambres, sans oublier le matériel et les technologies à la pointe. La clinique Monte Carlo fait appel à des experts dédiés à plusieurs spécialités, chirurgie au laser des yeux, greffe de cheveux, lifting du visage et du cou, chirurgie des seins, des fesses, liposuction, rhinoplastie ou encore chirurgie intime. Une multitude de spécialités au sein de cette clinique Monte Carlo. Ce qu'on propose aujourd'hui le plus, c'est les interventions classiques, la prothèse mammaire, la liposuction, le rajeunissement du visage. Aujourd'hui, de plus en plus, même si avant elle avait été un peu bannie par la chirurgie esthétique, c'est les prothèses de fesses. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est très à la mode, les fesses rebondies, les fesses plus grosses. Et aujourd'hui, grâce à cette nouvelle technique, les prothèses de fesses deviennent une des interventions pratiquement les plus pratiquées au monde, toujours derrière les prothèses mammaires qui sont indétrônables. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus fréquent. Les rendez-vous, les consultations, les opérations traditionnelles et les suivis sont effectués sur place, mais dans le cadre d'opérations plus longues, les patients sont opérés dans de nouveaux espaces entièrement dédiés à la clinique Monte Carlo au sein de l'IM2S.
Une vente aux enchères de véhicules réformés ou réquisitionnés sur la voie publique aura lieu le 17 octobre prochain à la salle des ventes du Victoria à Monaco. Les visites des voitures et des deux roues peuvent s'effectuer du lundi 14 au mercredi 16 octobre. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site monservicepublic.gouv.mc. Avant de clore ce journal, jetons un coup d'œil à vos prévisions météo avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir Sarah. La grisaille sera-t-elle d'actualité pour la journée de vendredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Bonne nouvelle, la réponse est non. Le soleil fera son retour et aucun nuage ne devrait venir entacher le ciel. Du côté des températures, elles remonteront forcément et nous profiterons d'une vingtaine de degrés le matin et de 24 degrés l'après-midi. Seul bémol à noter, le vent annoncé avec des rafales pouvant aller jusqu'à 55 km/h. Enfin Émilie, un coup d'œil sur le calendrier pour vous dire que nous fêterons ce vendredi les Vincent. Merci Sarah et merci à vous de nous avoir suivis. On referme ce journal avec les photos de Manuel Vitali et cette journée test avant le lancement mi-décembre de la nouvelle offre de transport TER qui devrait ravir les usagers de la ligne Nice-Menton. Demain, retrouvez Christophe Paco à la présentation de votre JT. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.